Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis avec Alix Debricourt. Bonjour Alix. Bonjour Nicolas. Tu es la fondatrice de Crush, une agence qui aide les marques à cartonner sur les réseaux, si je ne dis pas de bêtises. Et on va parler de plein de trucs intéressants aujourd'hui, donc je suis hyper content de te recevoir. On va parler un peu de ton parcours, le passage à Lovebox aux États-Unis, le fait que tu aies eu ta propre DNVB avec la fabrique d'Alix et que maintenant, du coup, tu travailles pour cette DNVB. Et sans transition, du coup, je vais te laisser te présenter et me dire un peu qui tu es et aussi, du coup, quel est ton parcours. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je m'appelle Alix, j'ai 31 ans, j'habite à Marseille. Et comme tu l'as dit, donc, aujourd'hui, je suis la fondatrice de Crush. Pour t'en dire un peu plus sur mon parcours, j'ai fait une école de commerce, comme beaucoup de gens, finalement, dans notre milieu. Ensuite, j'ai bossé dans des grands groupes qui ne m'ont pas forcément convenu. J'ai décidé de me former au marketing digital parce que j'avais très envie de travailler en start-up. Mais je me rendais compte qu'avec une formation traditionnelle d'école de commerce, clairement, je n'avais pas le niveau. Donc, j'ai suivi une formation chez Live Mentor. J'ai créé mon premier blog, un peu en mode, c'était mon cahier d'exercice, quoi, pour pratiquer tout ce que j'apprenais, utiliser Mailchimp, faire du WordPress, enfin voilà. Suite à ça, j'ai fait le Wagon à Paris. Trop bien. Que j'ai trop kiffé parce qu'en fait, j'avais envie de comprendre, de casser certaines barrières de la connaissance. Et ça a été une des expériences les plus riches de ma vie parce que j'ai vraiment maintenant aujourd'hui beaucoup moins de difficultés à apprendre à faire moi-même beaucoup de choses. Et c'est trop cool. Et en fait, au Wagon, je me suis dit, allez, j'ai envie d'aller à San Francisco. Du coup, j'ai commencé à contacter sur LinkedIn des entrepreneurs qui étaient à San Francisco. Et c'est comme ça que j'ai fait la merveilleuse découverte de Jean Grégoire, qui est le CEO de Lovebox et qui a fait le pari fou en fait, de m'envoyer à San Francisco en remote pour développer le marketing de Lovebox. Aussi bien du coup pour la France, qui était à l'époque, quand je suis arrivée, le marché principal, mais aussi le marché américain. Trop bien. Voilà. Et après, il y a eu la fabrique d'Alix. Après, du coup, au bout de 3 ans de folle aventure, j'ai eu envie de faire autre chose, que je pense que j'ai un peu ça dans le sang. J'aime bien finalement passer à l'étape d'après quand j'ai fait, pas forcément fait le tour, parce que tu fais jamais le tour, mais c'est vrai que voilà, quelquefois j'aime bien changer. Donc j'ai décidé de monter la fabrique d'Alix, qui est donc, qui était une entreprise qui créait des produits ménagers sous forme de kit, pour que toi, chez toi, tu puisses faire ta propre lessive avec des ingrédients qui étaient naturels, donc comme par exemple du savon de Marseille, du bicarbonate de soude. Et le but, c'était de t'apprendre à faire des produits qui sont bons pour la santé, français, et qui étaient conditionnés du coup par des personnes en situation de handicap à Marseille. Ok. Trop bien. Voilà. Et parcours hyper enthousiasmant. Et avant qu'on parle un peu de ton quotidien aujourd'hui, et notamment de Crush et ce que tu fais pour aider les marques sur les réseaux, j'aimerais qu'on revienne sur certains aspects de ton parcours que je trouve hyper intéressants. Tu parlais de Lovebox. Il y a un truc assez intéressant avec Lovebox. Enfin, il y a plein de trucs qui sont assez intéressants avec Lovebox. Ouais. Et notamment le fait que tu es allé aux États-Unis. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de différences que tu as vues entre les États-Unis et la France, entre le marché américain et le marché français, l'approche du marketing? Est-ce que tu as des choses que tu peux évoquer avec nous? Oui, c'est vrai que c'était hyper intéressant comme expérience. Nous, on a vraiment fait notre product market fit du coup aux États-Unis. Au bout de, je pense que j'étais arrivée 6 mois ou 8 mois avant. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, déjà, le pouvoir d'achat américain, il est assez fort. Donc forcément, c'est vrai que nous, Lovebox, c'est un produit de qualité qui est en bois, etc., qui est un objet connecté. Donc, si tu veux, le prix d'entrée, c'est 99,90 €. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, en tout cas en Europe. C'est vrai que les Américains, en fait, ne se posent beaucoup moins la question que nous lorsqu'il s'agit de passer à l'acte d'achat sur un site internet avec des prix pareils. Et ils marchent vachement au coup de cœur. Et c'est vrai que Lovebox est un produit coup de cœur. Il y a beaucoup d'affect. Je veux dire, c'est un produit émotionnel, etc. Donc, c'était assez incroyable de voir comme les taux de conversion aux États-Unis étaient très forts et c'était super intéressant. Les États-Unis, c'est aussi un marché de la consommation qui est aussi différent. Donc, c'est vrai qu'en France, on aime bien... J'en parlais au déjeuner avec mon fiancé. On va aller dans un magasin, toucher un produit et l'acheter sur Internet après. Alors qu'aux États-Unis, je veux dire, ils voient quelque chose qui leur plaise, encore une fois, voilà, ils l'achètent, ils n'ont pas besoin de le voir en magasin. Et ça, c'était super intéressant. Et puis, c'est un marché où tout le monde parle la même langue, qui est immense. Donc, c'est vrai que quand on parle de plafond ou de profondeur de marché, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu te poses beaucoup moins la question. Parce qu'en fait, c'est exponentiel, quoi.
Et c'est vraiment ce qu'on a vécu chez Lovebox et qui a été incroyable. Et en plus, il y a un truc au-delà des États-Unis qui est intéressant avec Lovebox, c'est le potentiel, je dirais un peu viral, vu qu'effectivement il y a un côté très émotionnel du produit. D'ailleurs, Théo Lyon en parlait dans une vidéo qu'il a fait il y a pas longtemps sur TikTok où il parlait de comment le produit Lovebox et peut être vraiment très fort sur les réseaux parce qu'il a un potentiel viral. Ça nous fait un peu une intro aussi pour parler un peu plus des réseaux après. Mais il y a aussi ce truc-là qui est intéressant avec Lovebox, c'est que vous aviez un produit qui est assez adapté pour se marketer sur les réseaux, si je puis dire. Oui, tout à fait. Je pense que moi, des marques que je connais, Lovebox c'est la première à avoir fait de la viralité sur TikTok. Et c'était, je pense qu'on était... en 2020 la première fois, peut-être même un peu avant. Et c'était assez incroyable, quoi. On a un utilisateur qui a fait une vidéo sur TikTok, qui est devenue virale. Et on avait la boutique Shopify qui a explosé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et pareil l'année suivante, etc. Donc ça, c'est assez incroyable. Même si au final, c'est des choses que tu maîtrises pas forcément. Et tu voudrais que ça arrive toutes les semaines. Et c'est pas forcément le cas non plus. Mais c'est assez incroyable, la puissance des réseaux sur un produit comme ça, quoi. Et d'autant plus dans un moment où la hausse des coûts d'acquisition fait que le fait de pouvoir créer des pics de CA grâce au réseau, grâce à du contenu organique, ça revêt un rôle vraiment clé. Donc, tout à fait. Pour nous, ça a été un vrai relais de croissance qui nous a permis, effectivement, dans les moments difficiles, et quand je parle de moments difficiles, je parle des moments où les coûts d'acquisition ont atteint des sommets assez forts, de pouvoir justement se retourner et garder un cap de croissance intéressant, quoi. Trop bien. J'aimerais bien revenir sur aussi la fabrique d'Alix. Il y a un truc que je trouve trop chouette, c'est 2 choses. Déjà, tu as vécu l'aventure d'être une DNVB et donc du coup de réussir à se faire connaître, réussir à faire de l'acquisition, etc., etc. Et donc maintenant, tu es un peu de l'autre côté, je dirais, de la lorgnette, en essayant d'aider les marques à faire ça. Qu'est-ce que tu as retenu de la difficulté potentielle de faire naître sa DNVB et est-ce que tu en as retiré des choses justement aujourd'hui qui te donnent plein de clés pour tes clients? Oui, tout à fait. Ça a été une expérience extrêmement riche. Donc moi, j'arrivais du marketing. C'est vrai que, comme on vient de le dire, chez Lovebox, j'ai vraiment touché à beaucoup de sujets du marketing, si ce n'est même tous. Donc je suis arrivée en me disant c'est bon, j'y vais, je roule ma bosse, je vais cartonner, etc. Et puis j'ai commencé du coup avec une campagne Ulule. Ensuite j'ai commencé à faire une vraie production grâce au financement de la campagne Ulule. Et puis j'ai animé mes réseaux. Je me suis occupée de la production du coup avec les AT avec qui je travaillais à Marseille, de la logistique, de l'envoi des commandes. Et puis en fait à un moment donné je me suis dit mais waouh, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en fait j'ai pas forcément le temps de m'occuper de la partie marketing parce que dans ce cas-là en fait évidemment que c'est ta priorité, mais dans les faits, c'est une charge mentale énorme. Notamment, je pense aux réseaux, les réseaux sociaux. Je veux dire, tu peux pas faire ça entre deux trucs, quoi. Et j'étais du coup associée unique. J'ai mis, je pense, 1 an à recruter une personne pour me rejoindre. Du coup, je me suis dit, ça va être chaud de réussir à tout faire. Donc, j'ai gardé le cap, et je me suis aussi vite rendu compte que l'espace publicitaire, notamment Facebook Ads, était complètement bouché sur des produits comme le mien, et que j'aurais pas les épaules, les fonds et les ressources nécessaires pour réussir dessus, quoi. Ouais, et c'est là toute la difficulté quand on débute et qu'on a une petite DNVB. Ben en fait, il faut gérer le produit, la logistique, éventuellement la relation client, et l'acquisition. Et en fait, en plus, en n'ayant pas forcément toujours le budget pour faciliter son acquisition en faisant des ads au début, et en n'ayant pas forcément le temps pour faire du contenu organique, ça devient vraiment incommensurablement compliqué. Ouais, c'est ça. Et quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner avec ton expérience de la fabrique d'Alix? Quel conseil tu pourrais donner à une petite DNVB qui se dit il y a trop de trucs à faire, comment les autres font, moi je m'en sors pas, il y a trop de trucs à faire? Ouais, c'est un très bon point. Je pense que déjà il faut être conscient qu'on ne peut pas tout faire, et surtout qu'on n'est pas le meilleur pour tout faire. Donc il faut essayer de s'entourer assez rapidement sur certains sujets. Je pense notamment, par exemple, le marketing. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos réseaux et de créer du contenu,
prenez une personne en alternance, prenez une personne en stage, prenez une personne en freelance si vous avez un peu de budget, parce que c'est super important et il faut le faire dès le début. Parce que c'est là que vous avez vraiment les personnes qui vont être le plus important pour faire démarrer votre aventure. Je dirais vraiment, c'est mon conseil principal. Ouais, et important de le faire dès le début. Ça fait un peu rebond à certaines marques avec qui je parle qui me disent on regrette de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir investi plus dans l'organique, dans les réseaux dès le début, parce qu'on a trop de dépendance au marketing payant aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as une grosse dépendance au marketing payant et puis sur les réseaux, tu racontes une histoire et c'est pas au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'existence que tu vas créer cette histoire. Et même les membres de ton équipe en interne, il faut qu'ils la sentent cette histoire, il faut qu'ils la touchent, qu'il y ait quelque chose. Et en fait, ça se crée dès le début. Ouais, et puis c'est vraiment en plus, ça permet aux clients de faire partie quasiment de l'aventure et de voir l'entreprise grandir. Il y a tout ce phénomène aux États-Unis du build in public avec les gens qui sont passionnés par voir des entrepreneurs avancer et ils ont l'impression d'avancer avec eux et ça donne une force entre l'entrepreneur et la relation qu'il crée avec ses clients, quoi. Ouais, c'est clair, c'est assez incroyable. Je vois des marques, tu vois, des petites boutiques passer sur Instagram avec des performances incroyables et c'est des gens justement qui ont su build in public. Et bravo, enfin moi je trouve ça incroyable. C'est parfait parce que ça nous fait une transition parfaite pour parler de aujourd'hui, ce que tu fais avec Crush. Est-ce que je peux te laisser pitcher Crush déjà ? Oui, bien sûr. Donc Crush, nous on est une agence qui aide les entreprises à cartonner sur les réseaux sociaux. Donc notre spécialité c'est que les entreprises externalisent leur community management avec nous. Et en fait, là où on se démarque, c'est qu'on propose vraiment un contenu à forte valeur ajoutée pour la cible de l'entreprise en question. Parce que moi, je ne crois pas au fait de poster pour poster sur les réseaux sociaux. On a beaucoup entendu, genre, il faut poster 3 fois par semaine, etc. Mais il ne faut pas poster 3 fois par semaine. Il faut poster du contenu intéressant pour ta cible 3 fois par semaine. Et du contenu aussi qui respecte les règles de l'algorithme et qui va faire que, en fait, on a envie de savoir qui tu es, on a envie de voir tes produits, on a envie de les acheter au bout d'un moment. Mais voilà, on crée une relation. Et du coup, nous, on a développé des process comme ça pour pouvoir permettre à ces marques d'être performantes. Et on se rend compte, en fait, qu'on a d'autres demandes de nos clients récurrents, comme créer des sites e-commerce, créer des sites vitrines, on va dire plein de services qui tournent autour du marketing et de la communication. Donc on ouvre au fur et à mesure de nouveaux services web, etc., quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel est votre périmètre ? Est-ce que vous faites la strat, les créas, l'opérationnel des réseaux, c'est-à-dire poster où commence le scope de Crush et où il s'arrête ? Alors, en fait, nous, on commence évidemment par la stratégie. Donc, on fait une grosse stratégie sur laquelle on travaille à 3 ou 4 parce qu'on est convaincu du côté brainstorming, inspiration et un peu de la connexion des cerveaux entre eux. Et par la suite, on fait toute la partie planification, création. On va chez des clients avec notre trépied, notre iPhone et notre lumière. Et puis, on y va, quoi. On prépare tous les contenus qu'on a prévus pour les semaines, les mois suivants. Et ensuite, on les publie. Et puis, on répond aux commentaires. On analyse les résultats. Et puis, en fonction des résultats, on prend des décisions, on fait des modifications et on avance comme ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est la typologie de vos clients et même pourquoi ils viennent vous voir, est-ce que c'est très hétérogène ou est-ce que vous avez quand même souvent les mêmes clients avec les mêmes besoins ? Je dirais que le besoin, finalement, c'est vraiment des entreprises qui veulent de la notoriété et qui ont soit pas du tout la connaissance des réseaux sociaux, mais qui ont compris que c'était important, soit qui n'ont pas du tout le temps de le faire. On n'a pas une typologie de clients en particulier aujourd'hui. On travaille avec des boutiques concept store, on travaille avec des écoles de formation, on travaille avec des startups, des grosses startups. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont tous le même but. Finalement, c'est de réussir à avoir un canal d'acquisition et de croissance via le organique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on a des clients qui ont des comptes à 8000 abonnés. Et des clients qui ont des comptes à 20, 30, 100, 150 000 abonnés. Et c'est assez incroyable de voir qu'un compte à 8 000 abonnés, en 4 mois avec nous, il a fait le chiffre d'affaires e-commerce qu'il avait fait l'année dernière sans nous, quoi.
Ouais, parce qu'on oublie souvent que c'est pas la notoriété pour la notoriété. À la fin, c'est la notoriété pour que ça convertisse et que ça fasse des commandes. Le awareness à elle seule ne suffit pas, même si plus de awareness égale souvent plus de ventes. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu veux, t'as pas besoin d'avoir 150 000 abonnés pour que ça marche sur ton site e-commerce. Ce qui est important, c'est que ton contenu, il intéresse, il marque, qu'il a un reach qui soit intéressant aussi, forcément. Et ouais, les résultats sont assez épatants. Et sur ce contenu, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes que tu dis, notamment sur l'authenticité. Et ça va nous permettre de rentrer un peu dans le dur et de parler des réseaux. Tu dis souvent que l'authenticité, c'est un des facteurs clés pour avoir du reach et pour avoir de l'engagement. Tout à fait. C'est en fait, on veut voir du vrai sur les réseaux. On veut pas voir des pubs qu'on aurait pu voir à la télévision, pour ceux qui regardent la télévision. Et on veut savoir qui est derrière la marque, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, quelles sont ses valeurs, ses croyances, pourquoi elle a choisi tel produit, pourquoi elle a choisi de travailler avec tel créateur. Et en fait, pourquoi est-ce que nous, on a envie finalement de créer un lien avec cette fondatrice ou cette propriétaire de magasin, parce que on la trouve géniale. Et en fait, souvent j'ai des clients qui me disent ah ouais, mais j'ai pas envie de me mettre derrière mon ordi à faire des danses et à me mettre en spectacle. Et en fait, t'as pas besoin de ça. Tu peux te mettre, t'es caché derrière ton téléphone, faire des vidéos où juste on entend ta voix et raconter des choses qui sont super intéressantes et qui ont du sens par rapport à ton activité. Et ça, c'est authentique. C'est toi. Et tu délivres de la valeur, en fait, et tu te confies auprès des gens. Ouais. Et c'est ça qui est fort aujourd'hui. Et nous, tu vois, toutes les photos et les vidéos qu'on fait, on les fait qu'à l'iPhone. On n'a pas un seul appareil professionnel, mais c'est hyper volontaire. C'est qu'on veut que ça soit fait maison. Ouais. Ouais. Mais comment quand on est fondateur ou fondatrice d'une DNVB, comment on est authentique? Comment on est authentique sur les réseaux? Parce que être authentique sur les réseaux, ça veut aussi potentiellement dire se filmer ou filmer son quotidien, donc aussi peut-être du temps. Comment, toi, avec Crush, tu arrives à faire en sorte qu'ils soient authentiques sans que tu leur demandes trop d'efforts? Ouais, alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, tu vois, quand on va préparer, par exemple, le calendrier de contenu de mai, là, on imagine des scénarios pour les fondateurs et on leur dit là on va faire un réel qui va parler de toi qui prépare quelques commandes pour tes clients et en fait on veut que tu prépares des commandes pour les clients et on veut que tu expliques ce qu'il y a dans la commande, qui est le créateur et puis qu'est-ce que la personne a demandé comme petit mot dans son colis si c'est un cadeau par exemple. Et ça, si tu veux, nous l'avantage c'est que du coup le travail est pré-mâché pour le fondateur, il a juste à se filmer, à enregistrer une voix. Et en fait, il a juste à suivre, entre guillemets, nos consignes. Et nous, on s'occupe de le côté créa, le côté montage, le côté post-prod et la publication. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils n'ont pas toute la charge mentale de l'organisation avant du scénario et du reste, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dirais que toute la hype qu'il y a eu autour de l'UGC, qui y a toujours d'ailleurs, elle est aussi liée à justement cette volonté d'authenticité des gens? Et est-ce que l'UGC peut être une réponse pour les marques pour créer cette authenticité? Tout à fait. En fait, l'UGC, c'est un vaste sujet, c'est quelque chose qui est très en vogue, qui marche très bien. Mais je pense que... moi, je l'ai vu dans des vidéos qu'on a pu créer pour certains de nos clients. L'humour et l'authenticité est quelque chose qui marche très très bien en France. Et il ne faut pas, je pense, faire de l'UGC pour de l'UGC. Il faut vraiment que, encore une fois, il y a un truc qui se passe, quoi. Tu regardes le truc et tu te dis, genre, cette meuf est cool, ça pourrait être moi, chez moi. Et en fait, j'ai trop envie de tester ce produit parce qu'elle me dit qu'il est génial et je sens qu'il est génial et elle aussi, quoi. Ouais, et du coup, c'est sûr que si c'est pour faire l'UGC pour que ça paraisse fake, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'humour et d'authenticité. Et ça, c'est un truc aussi que Yann de Katz disait dans le premier podcast. Il disait, en fait, vendre un produit comme ça, faire un contenu sur les réseaux où on vend un produit directement, ça marche plus. Il faut d'abord divertir les gens. Il faut d'abord, ce que lui appelle, trouver des hooks. Et il faut d'abord capter leur attention. Et des fois... pour divertir les gens, on parle même pas du produit, on parle même pas de la marque et tout ça vient après. Est-ce que tu partages? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, ce qu'on peut voir le plus, c'est la volonté de certaines marques de vouloir parler que de leurs produits sur leur réseau. Et en fait, le problème, c'est que déjà, on en fait vite le tour.
Et du coup, c'est hyper difficile de performer. Et en fait, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on les divertisse, qu'on leur apporte de la valeur, qu'on leur apprenne à faire plein de choses qui les intéressent par rapport à, on va dire, au centre d'intérêt qui est en lien avec la marque. Et c'est hyper important de les attirer via des hooks qui soient divertissants, qui soient rigolos, qui soient un peu, pourquoi pas, what the fuck. Mais en tout cas, le produit, je pense qu'il vient évidemment en secondaire et qu'il ne faut pas faire toute sa stratégie dessus, quoi. Ouais. Mais ce qui est, moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est comment on les trouve, ces hooks? Est-ce qu'il y a une recette pour trouver ces hooks? Est-ce que toi, du coup, du contenu que tu fais pour les marques, tu te rends compte qu'il y a des ingrédients qui marchent à chaque fois, ou très honnêtement, c'est vraiment l'itératif et tu le découvres petit à petit avec chaque marque? Je dirais que c'est pas forcément avec chaque marque, mais oui, c'est itératif. C'est-à-dire que tu vas tester des choses et tu vas dire genre ça, quand même, je me rends compte que très souvent, ça marche vraiment bien. Et tu vas avoir soit montrer des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas du tout quand ils sont derrière leur téléphone. Genre, par exemple, alors je donne un exemple pas très sexy, mais il y a des vidéos en ce moment qui marchent très bien où tu vois une nana qui nettoie ses toilettes avec un produit bleu, moussant Enfin, vraiment, ça t'en met plein la vue au niveau de l'écran et tu t'attends pas du tout à voir ça sur Instagram. Et du coup, forcément, les gens, ils regardent. Ouais. Tu vois, c'est hypnotisant. Ça, c'est un bon hook, typiquement. Et puis ensuite, après, on comprend qu'en fait, elle va parler d'autre chose. Mais voilà, ce qui est important, c'est juste de surprendre, je pense, pour attirer et donner envie à la personne d'aller jusqu'au bout du truc et de voir le reste de la vidéo, quoi. Ouais, à l'heure où il y a 1 milliard de contenus, le contenu différent sort toujours du lot, quoi. C'est ce qui avait attiré ton attention lorsque tu es sur les réseaux, parce qu'en fait, sinon, tu vas tout le temps la même chose. Je pense que les discours peuvent être aussi un peu similaires. Donc, si tu te démarques via de l'humour, de la surprise ou un teasing, c'est cool, quoi. Et pour être itératif, il faut quand même, du coup, produire un certain nombre de contenus et pouvoir les analyser. Il y a un truc que tu disais sur LinkedIn que je trouve assez intéressant. Tu disais que la réutilisation du contenu, c'est pas assez exploité, alors qu'avec un contenu, on peut faire plein de contenus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue avec Lucie de Marcopy quand on était en télétravail ensemble. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu te dis, OK, moi, j'ai une stratégie de contenu où je sais qu'il faut que j'attire, dans mon cas, je sais pas, je donne un exemple au hasard, des concept stores. OK, je vais faire une stratégie SEO pour attirer les concept stores et faire en sorte que quand les concept stores cherchent un community manager, ils tombent sur moi. Je fais une stratégie SEO, je fais plein d'articles SEO. Mais en fait, c'est tous ces articles SEO, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un e-book que je peux distribuer sur LinkedIn, que je peux distribuer via des emails, une newsletter. Ça peut aussi être plusieurs posts LinkedIn. Et en fait, ça peut être une vidéo YouTube. Et cette vidéo YouTube, ça peut être plusieurs réels, plusieurs vidéos TikTok. Et en fait, la boucle est bouclée. Ce qui est super important, c'est de te dire, OK, je vais traiter un sujet vraiment à fond. Et derrière, je vais pouvoir le dupliquer de plein de façons différentes. Ouais, et ça t'évite de faire une newsletter, un article de blog, de créer une vidéo pour YouTube, etc. etc. quoi. Exactement. Et en plus d'être présent sur 1 milliard de canaux. C'est ça, et du coup, tu es présent sur plein d'endroits. Et moi, tu vois, j'ai travaillé là avec Élise Morigneux pour mon Notion, qui, elle, est une spécialiste de l'automatisation de Notion, pour justement faire en sorte que, en fait, quand nous, on rédige un e-book, ça en fasse des articles SEO, des posts LinkedIn, des posts Instagram, etc. etc. Et tout ça, finalement, tu peux un peu l'automatiser aussi. Enfin, l'automatiser. En tout cas, tu peux faire en sorte que ce soit fluide et réutiliser le contenu pour pas te disperser non plus, quoi. Ouais, et j'imagine ce que vous essayez de faire chez Crush, notamment tout à l'heure tu disais on donne des guidelines au fondateur ou à la fondatrice pour qu'elle produise ou il ou elle produise un certain contenu. J'imagine que vous faites un plaisir de dupliquer, enfin de réutiliser ce contenu sur plein de touchpoints. Exactement, ouais, ça on le fait pas mal et tu vois, quand on fait une newsletter pour un client, évidemment cette newsletter elle va la reprendre tout ce qu'on a pu développer sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux de ce client-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur les réseaux depuis toi dans ton parcours, depuis Lovebox jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que l'arrivée de TikTok est un tournant? Comment vous appréhendez ça chez Crush? Ouais, c'est une question super intéressante. TikTok a un potentiel de ouf. C'est vrai que moi, je l'avais quand même touché de près quand j'étais chez Lovebox et qu'on avait eu ces plusieurs vagues de viralité. Aujourd'hui, nous, on l'appréhende d'une façon où on n'a pas envie de promettre la lune à nos clients. Donc en fait, on va pas dire il faut absolument aller sur TikTok et vous allez cartonner. Mais par contre, on dit bon, on a des contenus
aujourd'hui qu'on développe sur Instagram qui fonctionnent bien. Vous auriez bien tort de ne pas les publier sur TikTok, donc allons-y. Faisons un peu, comme on disait juste avant, de la réutilisation de contenu. Et puis petit à petit, on va développer une stratégie qui est vraiment propre à TikTok et donner la chance à ce canal de fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que c'est une belle révolution et qu'il y a des grandes choses à faire avec TikTok. Ouais, et puis même, c'est le reach n'est tellement pas le même. C'est-à-dire qu'avoir, je sais pas, 100K followers sur TikTok, c'est rien par rapport à 100K followers sur Insta. Donc il y a vraiment ce potentiel viral qui est devenu incroyable, quoi. Avec un seul contenu, on peut se retrouver à faire 1 million de vues sans le soupçonner, quoi. C'est ça. Et ce qui est assez ouf, c'est que sur TikTok, tu peux faire 200 000 vues et 0 vente. Et alors que sur Instagram, tu as fait 2000 vues et tu as fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi pour ça que nous, tu vois, quand je te dis on promet pas la lune, c'est que c'est un super canal, il y a des trucs de ouf à faire dessus. Maintenant, voilà, il faut pas aller dans tous les sens et vouloir être à tout prix présent partout si tu maîtrises pas et que t'as pas la ressource ou le budget pour y aller, quoi. Mais comment, du coup, c'est marrant parce que du coup, effectivement, tu disais, on peut faire beaucoup de vues et peu de ventes. Justement, il y a tout ce truc-là autour du ROI des réseaux. Du coup, souvent, qui fait de longs débats. Je pense que tout le monde il n'y a pas de sujet sur le fait que être présent sur les réseaux pour faire l'awareness, au moins, en tout cas pour faire l'awareness, c'est pas un sujet. Par contre, il y a toujours ce truc de comment je calcule le ROI de mes réseaux et est-ce que comment vous procédez chez Crush pour démontrer, si vous pouvez le faire, que vous avez généré des ventes? Est-ce qu'il y a que le moyen de finalement mettre des codes promo dans des contenus et traquer le nombre de codes utilisés? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que vous êtes challengé là-dessus? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce ROI? Parce que pour moi, il est important. C'est une question super importante. En fait, nous, si tu veux, on a plusieurs moyens de calculer ce ROI-là. Déjà, on ne va pas être sur un ROI comme tu vas être dans le GLADS, où c'est 100% scientifique. Tu vas plutôt avoir plusieurs différentes sources de données sur lesquelles tu vas te fixer pour observer une tendance. Et en fait, finalement, tu vas plus observer une tendance que des vrais chiffres. Donc, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux, tu vas voir que ton reach, ce mois-ci, il a été de temps, que tu as augmenté du coup ton nombre de vues de tant de milliers par rapport au mois d'avant et par rapport à l'année précédente. Tu vas aussi voir le taux d'engagement de tes publications. Et derrière ça, quand tu vas sur ton site e-commerce, que ce soit Shopify ou Analytics, tu vas aussi voir le nombre de ventes que tu as pu faire qui viennent d'Instagram. Et ça, ça, c'est super palpable et ça parle. Donc nous, si tu veux, on vient faire un peu le rapprochement entre finalement ces taux d'engagement, ce taux de reach, mais également la croissance du site e-commerce par rapport à l'année précédente, du coup sans action ou stratégie, on va dire, précise sur les réseaux. Et tu vois une différence qui est absolument incroyable. Et puis on a aussi la partie newsletter qui est facilement traquable et on peut voir tout ce que ça apporte derrière, quoi. Et par rapport au site e-commerce, pour voir un peu les ventes qui ont été générées et qui découlent des réseaux, c'est principalement grâce à des codes qui ont été échangés sur les réseaux ? Non, pas du tout. C'est vraiment juste toutes les conversions qui sont arrivées via Instagram, via Facebook, oui, okay, etc. Donc par exemple, si tu fais beaucoup d'ads, au final, tu peux être un peu perdu. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, sur ton business manager, tu vas avoir tes ventes qui remontent. Et si tu enlèves les ventes de ton business manager par rapport à ce qui remonte dans ton Shopify, tu fais vite le lien de la part de l'organique, quoi. Ouais. Et toutes ces possibilités de tracking qu'il y a, notamment avec les pixels sur le e-commerce, par contre, ça ouvre un angle mort qui est toujours problématique, c'est comment traquer le ROI sur le monde physique. Et ça, je sais pas si toi, tu as des clés là-dessus, mais ça paraît du coup très complexe aujourd'hui pour les marques. Prenons l'exemple de Asphalt qui a ouvert du coup un point de vente physique à République, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est hyper compliqué pour Asphalt de savoir du coup le ROI de traquer qui sont les gens qui sont venus en boutique, comment ils ont connu Asphalt, et de savoir du coup traquer le ROI sur le monde physique. Ouais. Et en fait, moi c'est une question à laquelle j'ai voulu beaucoup répondre. Je voulais absolument que mon ROI avant soit très précis, mathématique, que ce soit un modèle, etc. Mais dans les faits, c'est pas possible. Et un jour, on m'a dit, en fait, il faut que tu te détaches de cette côté vraiment, je veux que ce soit scientifique. En fait, il faut que tu penses tendance. Si tu sens que la tendance, elle va dans ce sens-là, si tu sais qu'il y a à peu près
tant de part qui va vers, je sais pas, du organique, la tendance suffit. Tu n'as pas besoin d'être à 10% près ou à 5% près. Et dans le cas, du coup, d'Asphalt, comme tu l'expliques là, en fait, quand les gens viennent en boutique, ils te parlent de ce qu'ils ont vu sur le compte Instagram, ils te parlent de ce qu'ils ont vu sur le site. Et en fait, il faut parler avec les clients, je pense, énormément. Nous, on apprend beaucoup de choses, justement, via nos clients qui sont à la fois physiques et à la fois en ligne. Et puis, en fait, tu peux aussi faire un truc tout con. C'est un questionnaire de satisfaction suite à ton achat. Et en fait, comment vous avez entendu parler de ce produit, comment vous avez entendu parler de nous. Tu vois, le mois dernier, j'étais chez Oh My Cream parce que 2 jours avant, je me suis fait avoir par une pub sur Instagram et je leur ai dit. Donc, en fait, l'un dans l'autre, je pense que tu peux toujours remonter cette tendance qui va, en fait, finalement te faire réaliser l'ampleur de la chose. Ouais, carrément. Et la seule difficulté, c'est quand tu es une grosse marque et que tu peux pas forcément réussir à avoir le feedback de tes vendeurs en magasin. Tu es obligé de trouver du coup de la data concrète, mais c'est ce que tu dis avec notamment le questionnaire de satisfaction qui te permet quand même de revenir au touchpoint initial, quoi. C'est ça. Franchement, moi, j'ai pas trouvé mieux que ça, tu vois, comme technique. Et si quelqu'un en a une, je serais très contente d'essayer autre chose. Mais c'est vrai que les questionnaires, au final, c'est la base, quoi. Parce que, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une question qu'on se pose beaucoup et notamment que nous chez Pongo on se pose beaucoup et que je partage beaucoup avec les marques, c'est il y a toujours ce truc de cet angle mort. On en parlait avec Maxime sur les pop-up stores où en fait difficile de réconcilier le parcours client de quelqu'un qui aurait connu la marque grâce au pop-up store et ensuite qui aurait acheté en ligne. Donc en fait au-delà même du ROI, du touchpoint, enfin lié au touchpoint initial, il y a ce truc là de merde. Comment j'ai la big picture du parcours client des gens? Mais pour l'instant la réponse est un peu il faut accepter qu'il y a des angles morts et pas s'arrêter là. Pour moi c'est ça. Après j'avais écouté un podcast avec je crois que c'était le CMO de Bonne Gueule. J'ai l'impression qu'ils sont très chauds sur ça. Ils ont vraiment réussi à réconcilier. Mais ouais, à part cette fois-ci où j'ai été assez inspirée par ce que j'ai entendu, en fait, à part parler avec les clients et faire des cohortes et les appeler et faire des questionnaires, t'as pas de solution. Ouais, carrément. On en parlera avec Yael qui justement est en plein sur ces sujets d'omnicanalité. Donc du coup qui ont justement essayé de résoudre le sujet en déployant un programme de fidélité du coup en point de vente et ce qui leur permet d'obtenir du coup de la data sur le point de vente et d'avoir déjà des parcours clients qui sont en tout cas sans angle mort si je puis dire. Même si après il y a toute une problématique de réconcilier toute la data, ce qui est encore un sujet énorme. Mais ouais, ok, hyper intéressant ce sujet et j'aime bien le fait de aussi être à l'aise avec le fait que on peut pas tout traquer et c'est ok. Ouais, c'est ça. Après, voilà, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord non plus avec ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a aussi un truc qui est hyper intéressant aujourd'hui, tu sais, c'est Shopify, ils ont sorti leur système de caisse POS. Et l'inconvénient, c'est que du coup, tu es obligé de demander aux gens toutes leurs données quand tu les encaisses en magasin physique. Mais là, pour le coup, tout est réconcilié. Et là, tu fais le lien, en fait. Mais je pense que Shopify a senti effectivement cette opportunité. Et effectivement, il y a un truc hyper intéressant avec le fait que Shopify sorte son POS, c'est qu'on peut avoir un système de caisse qui est le prolongement de son site web. Et donc, du coup, on commence à avoir de l'omnicanal fluide et on n'a pas une caisse à connecter à son Shopify, à connecter avec tel autre outil et comme Yael met beaucoup de head of e-commerce ou head of marketing, on pète un câble. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, l'avantage, c'est que du coup, effectivement, par niveau data client, tout est synchronisé. Et nous, on l'a installé chez des clients juste pour réconcilier le stock, en fait. Ouais. Parce que ils n'ont pas forcément un entrepôt logistique pour leur boutique et pour le e-commerce. Ouais. Et c'est assez ouf. Voilà. On n'a pas parlé d'influence. Oui. Est-ce qu'on en parle? On va en parler, puisque c'est moi qui décide. Moi, je suis un vieux, j'ai 33 ans maintenant, mais du coup, il y a 10 années, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui sur l'influence. Quelle est ton opinion là-dessus et à quel point il doit ou il peut s'inscrire dans une stratégie sur les réseaux? Mon opinion là-dessus, c'est que je pense que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné il y a 4-5 ans. On a vu des marques comme Hello Body, par exemple, qui ont cartonné grâce à ça.
Je pense aujourd'hui que c'est encore important de ne pas abandonner ce levier-là, puisque de toute façon, on ne peut pas miser que sur un ou deux leviers. Donc, il faut continuer à l'entretenir. Par contre, j'observe via mes clients ou même via mes expériences passées qu'il n'y a pas vraiment de règle sur est-ce que ce partenariat va m'apporter un bon ROI. Vraiment. Et c'est hyper compliqué, je trouve, notamment en France, de pouvoir comprendre... quelle est la règle en fait. Ouais. Donc voilà. Maintenant, nous chez Lovebox, tu vois, on a fait pas mal d'influence sur TikTok via la TikTok Marketplace pour justement proposer à des créateurs de contenu, on va dire avec des plutôt petits comptes, de créer des vidéos pour nous moyennant des sommes qui étaient quand même assez raisonnable comparé à ce que tu vas avoir sur de l'influence sur Instagram. Et en fait, du coup, ça nous a fait des super contenus vidéo qu'on a pu, nous, derrière, promouvoir en ads. Et là, pour le coup, on avait assez fréquemment un très bon ROI parce que c'est comme de la vidéo UGC qui t'a pas coûté super cher et que tu vas pouvoir dont tu vas pouvoir bénéficier librement après. Donc dans ce cadre-là, je trouve ça hyper intéressant et je sais pas si j'ai pas l'impression qu'en France ce soit encore très utilisé, tu vois, la TikTok Marketplace, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Hyper intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le sujet que au bout de plein d'années d'influence, les clients sont plus dupes, enfin les consommateurs sont plus dupes, et que du coup c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'il y a d'ailleurs l'UGC a une trend, c'est que finalement maintenant j'ai un influenceur qui me présente un produit, je sais que genre en fait je connais le délire quoi, du coup, et je me demande peut-être même s'il l'a vraiment déjà testé, etc. Ce qui fait aussi, et on revient comme ça, on reboucle à ce qu'on disait au début sur tout ce qui est lié autour de l'authenticité quoi. C'est ça, vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient plus. Et je pense que ça marche quand, justement, l'influenceuse est hyper authentique avec sa communauté, qu'elle ne montre pas 10 produits par jour, comme on peut le voir chez certains gros influenceurs, et où on sait que si elle le montre, c'est que vraiment, elle le kiffe et elle l'utilise, quoi. Ouais. Donc, mais bon, normalement, l'influence, c'est ça aussi, tu vois. Oui. Ça s'est perdu. Exactement. Pour finir un peu sur cette partie sur les réseaux, est-ce qu'on pourrait essayer de résumer en donnant 3 conseils, 3 leviers? En vrai, on en a déjà dit un certain nombre de choses en parlant d'authenticité, de réutilisation des contenus. Si tu devais, c'est un peu un exercice difficile, mais si tu devais donner 3 ingrédients qui font une bonne strat sur les réseaux, ce serait quoi? Alors, la première raison pour moi, c'est qu'il faut vraiment avoir une stratégie éditoriale béton. Mais pas en mode, ok, je vais faire une photo le mardi, un réel le mercredi. Non. Qui est ma cible, ou mon persona, si on sait ce que c'est un persona. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui suit comme influenceur? Qu'est-ce qui suit comme compte? Finalement, on en revient en base du marketing, mais voilà, qu'est-ce qui va vraiment lui apporter de la valeur par rapport à mon produit et à mon univers? Et une fois que tu as ça, tu définis ta tonalité, tes piliers de contenu, des thématiques. Et là, c'est là où le deuxième conseil arrive, c'est qu'est-ce que l'algo veut? Comment tu nourris l'algo pour qu'il soit content? Et qu'il soit content et que du coup, il t'apporte du reach et de la visibilité. Donc, pour moi, c'est le deuxième conseil, c'est voilà, faire les choses comme on demande qu'elles soient faites et respecter les conseils des algorithmes. Et je pense que le troisième conseil, du coup, je l'ai déjà dit, mais c'est ne pas hésiter à dévoiler les coulisses de sa marque. Mais encore une fois, dévoiler les coulisses de sa marque, c'est pas se mettre en maillot de bain derrière son écran et faire une danse sur une musique rigolote à la mode sur TikTok. C'est montrer la préparation d'une commande qu'on veut envoyer à un client. Ouais. Et vrai, c'est grave stylé. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que moi, je vois énormément de live TikTok de gens qui préparent des colis de bonbons qu'ils envoient et tu vois une audience énorme et les gens qui en fait juste se mêlent sur le live pour voir leur commande qui est en train d'être préparée. Je pense que c'est la preuve parfaite de ce que tu viens de dire. Mais c'est exactement ça. Et ça cartonne sur TikTok de ouf et en réel sur Insta. Moi, je connais une marque, tu vois, qui s'appelle les Cotons de Romane. C'est une petite marque, ils sont pas beaucoup dans l'équipe, mais je sais pas de combien ils ont quadruplé leur chiffre d'affaires cette année, mais je crois que c'est la 3e fois qu'ils changent de bureau en un an parce qu'en fait ils sont viraux sur TikTok et Insta parce que justement elles montrent
tout ça, tout ce qu'elle prépare et tout. Et on connaît pas non plus sa vie privée. Donc, tu vois, il y a quand même ce truc où tu peux rester un peu caché. T'es pas obligé de tout raconter et d'être un influenceur. Ouais. Et c'est un potentiel de malade. C'est marrant ça, parce qu'en fait, finalement, avec le marketing digital, on oublie. Enfin, il y a des écrans, des ads, et en fait, finalement. Les gens veulent se reconnecter, se rapprocher à genre en gros oui. Ok, on est sur le digital, sur le online, mais je veux voir comment tu fais ma commande, je veux voir du coup du début de la commande jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi, comment ça se passe et qui est l'entreprise à qui j'ai affaire en face quoi. Et c'est ça qui est fou, alors qu'en magasin tu t'impatientes parce que c'est un peu trop long. Exactement. Alors que là tu restes 15 minutes à regarder jusqu'à ce que ta commande soit préparée, t'es trop content. C'est exactement ça. Non, ok, trop cool, trop intéressant. J'aimerais qu'on parle un petit peu sur la dernière partie de ce podcast, qu'on fasse un peu de prospective sur le commerce de demain. Et aussi toi, moi j'aime bien demander ça aussi, les marques qui t'inspirent. Petite question assez difficile que je pose à tout le monde. J'assume la difficulté de cette question et je la trouve intéressante. Quelle est pour toi la vision du commerce de demain? Et si tu devais dire, si je simplifie la question, selon toi, les marques qui réussiront demain seront les marques qui okay. Complète la citation. Donc, les marques qui réussiront dans le monde de demain seront les marques qui déjà ont un product market fit, un produit genre vraiment dont on a besoin. Je pense que quelquefois ça passe aussi par là. Les marques qui sauront finalement nous entraîner dans leur aventure, malgré effectivement nos écrans et le fait qu'on soit hyper éloignés les uns des autres, mais qu'on puisse se rapprocher grâce au digital. Et je pense que c'est déjà bien comme réponse. C'est déjà bien, mais ça fait, du coup, si je résume, ça fait des marques dont l'histoire a du sens, product market fit, qui savent la raconter. Ouais, exactement. Et, vu ce que tu as dit tout à l'heure, que cette histoire, c'est un minimum compatible avec ce qu'imposent les réseaux et l'algo. Et du coup, c'est ça la bonne histoire finalement. C'est ça, exactement. Bon, trop bien. Et alors du coup, est-ce que tu as des marques qui t'inspirent, des ressources qui t'inspirent? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont friands de ça, tu connais pas telle marque, regarde ce qu'elle fait, c'est hyper intéressant. Ou tu connais pas telle ressource, tu pourrais regarder, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as des trucs qui t'inspirent? Oui, alors j'ai plein, je pourrais citer des dizaines de marques parce que en fonction moi des clients sur qui je travaille, je fais toujours une sélection de benchmark, tu vois, de marques justement qui m'inspirent en lien avec l'activité de ce client-là. Donc j'en ai plein, mais je dois dire que ceux qui m'ont le plus épaté jusqu'à maintenant en DNVB, c'est Asphalt. Ils ont réussi à faire quelque chose d'unique, en tout cas en France. Et je trouve ça hyper chouette. Et j'aime beaucoup suivre leurs aventures. Je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup la marque Cut by Fred. Okay. Parce que je trouve que justement, ils ont vraiment bien réussi la partie organique. Ils font des contenus qui sont stylés, intéressants. On a envie de leurs produits. Et ça marche très bien. Ils ont des beaux reach, ils ont un beau taux d'engagement. Et une autre marque qui m'inspire, j'en ai parlé juste avant, c'est une toute petite marque, mais qui cartonne sur les réseaux, et c'est les cotons de Romane. Et il y en a d'autres que je pourrais citer, mais je me souviens déjà pas toujours des comptes Insta. Mais c'est vraiment ces petites marques qui cartonnent. Il y a aussi Piu Piu by Blondie. Et en fait, c'est des gens qui ont réussi vraiment à bien raconter leur histoire sur les réseaux, qui n'investissent pas un euro en publicité, et qui se mettent à employer toute leur famille, parce qu'en fait, ça cartonne depuis 6 mois et que voilà quoi. Trop bien. Et on parle beaucoup moi, je trouve ça passionnant aussi, ces petites marques qui ont réussi à résoudre le problème des coûts d'acquisition en ayant de la viralité sur les réseaux. Donc je trouve ça effectivement passionnant. J'aimerais quand même revenir un peu sur Asphalt, que beaucoup évoquent en référence. Qu'est-ce qui en fait selon toi une référence ? Alors déjà, le fait que, en fait, finalement, ils sont partis du constat qu'on aimait les vêtements basiques, mais qu'on voulait des vêtements de qualité, qui répondaient à un certain nombre de critères, que ce soit le confort, d'où vient le tissu, et finalement, est-ce que ça respecte la saison, etc. Ils ont réussi ils réussissent à produire sur commande, en précommande, donc ils n'ont pas besoin de faire de stock, etc. Et ça, je trouve ça quand même assez ouf de vendre autant de produits uniquement en précommande. Je veux dire, c'est leur marque de fabrique, et ils le maîtrisent hyper bien, ils ont rendu ça rigolo, sympa, et je veux dire,
tout le monde adore ce process qui est unique, quoi. Je veux dire, il y en a sûrement, mais je veux dire, moi, j'en connais pas d'autres boîtes qui réussissent à avoir un tunnel de conversion comme ça, quoi. Ouais. Et c'est assez cool. Et en plus, ils sont très, très, très forts en data. Ils l'ont compris depuis le début que c'est aussi le nerf de la guerre. Et ils ont bien orienté leur stratégie et le fonctionnement de leur équipe en interne pour que la data soit bien maîtrisée. Et je pense aussi que c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire quelque chose aussi gros et aussi fort, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant parce que y a 2 choses que je trouve intéressantes. La première chose, c'est que de manière macro, Asphalt est à mon avis le bon symbole de la polarisation du monde de la mode, où en fait, en gros, il y a le fast-food de la mode, Shein, compagnie, qui perdure très bien et qui marche très bien, quoi qu'on en pense. Hein. Et tu as du coup ces marques-là qui ont réussi, comme Asphalt, à créer des vêtements certes plus chers, mais éco-responsables et aussi stylés, avec une image de marque forte. Exactement. Et en fait, cette polarisation a fait qu'au milieu, il reste pas grand chose. C'est ça qui a fait un peu les difficultés des camailleux, etc. Parce que en fait, c'est pas cher avec tout ce que ça implique, soit c'est cher et de bonne qualité, et au milieu c'est compliqué de se mettre là. Et surtout il y a aussi cette image de marque qui est hyper importante, et que ce tournant qu'on peut-être pas réussi à prendre ces marques qui sont au milieu. Et deuxième truc intéressant, désolé, je prends le micro. Je crois que je me fais. C'est moi l'interviewé, ça y est. Non, sur la data, je trouve que c'est intéressant aussi parce que. Effectivement, on n'arrête pas de servir la data à toutes les sauces. On en parlait avec Tom la semaine dernière. Il n'empêche que c'est vrai que c'est quand même à la base de tout, parce que si tu es à l'aveugle sur la data, tu peux moins faire de scénarios marketing qui convertissent, tu peux moins itérer sur tes créas sur les réseaux, tu peux moins améliorer tes landing pages, tu peux moins, etc. Et en fait, on oublie que derrière tout ça, il y a de la data. Et si elle est mal calibrée, si elle n'est pas collectée, rien de tout ça n'existe. Ça, c'est clair. Donc, c'est hyper important, et c'est le nerf de la guerre, et je pense que c'est comme ça que les DNVB aussi réussissent. C'est que la data, c'est vraiment le nerf du truc. Nous, pour te dire, tu vois, chez Lovebox, pour rebondir du coup sur une expérience que j'ai connue, on a fait 3 millions d'euros en gros en année 1, en année 2 du coup, et en autofinancement. Donc on n'a pas levé de fonds pour ça. Et on était rentable. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le développeur de Lovebox, le CTO, il est venu 2 semaines à San Francisco. On a monté une machine Google Sheet assez pointue pour optimiser toute notre rentabilité, faire nos objectifs en conséquence. Et ce qui a fait que on a pu finalement continuer à investir en ads sans mettre la trésor à mal et grandir. Et en fait, l'attraction, on a surfé dessus parce que on arrivait en fait à financer notre croissance. Et c'est grâce à cet outil qu'on a mis en place et qui a permis que niveau data, on soit bien carré, quoi. Ouais, et d'avoir une traction qui soit raisonnée. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu arrives à être totalement, je dirais, pas dépendant, justement. Ouais. Et donc, effectivement, la data, c'est aussi, peut-être on pourra finir là-dessus, c'est un peu le garant de l'indépendance de la marque aussi. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Et parfait. Merci beaucoup, Alix. Avant du coup qu'on finisse ce podcast, je voudrais du coup rappeler Alix de Brécourt, fondatrice de Crush. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on peut te retrouver sur LinkedIn, je crois? Ouais, exactement. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et non, même pas sur Instagram. Maintenant, mon Instagram est privé. Donc sur LinkedIn. Et du coup, si on est une marque et qu'on veut cartonner sur les réseaux, on va sur crush.family, c'est ça? Exactement. Rendez-vous sur crush.family. Très bien. Comme ça, vous pourrez parler à Alix en direct et vous aurez ces bons conseils en direct. Merci beaucoup, Alix. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Salut.